Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors, malgré un féminisme de plus en plus conquérant, les inégalités salariales entre hommes et femmes semblent perdurer. C'est en tout cas ce que nous annonce l'ensemble des médias depuis vendredi dernier. Date à partir de laquelle les femmes sont annoncées travailler gratuitement, et ce jusqu'à la fin de l'année. Je vous propose d'écouter par exemple, c'est une histoire qui n'en finit pas. L'inégalité salariale au travail. À compétences égales, les femmes gagnent près de 16% de moins que les hommes. Chez les cadres et professions intellectuelles, l'écart se creuse. Moins bien payés, quel que soit l'âge ou le métier. Je travaille dans le monde de la finance. Donc il y a un grand écart entre les salaires des hommes et les femmes. Je vois parmi mes anciens camarades d'école de commerce que les femmes, malheureusement, touchent toujours beaucoup moins que les hommes. C'est parce qu'on négocie moins bien, parce qu'on demande moins, qu'on s'attend à d'abord devoir faire ses preuves pour ensuite être récompensé, alors que c'est un peu genré, mais typiquement, les mecs commencent par négocier et après font leurs preuves éventuellement. Je travaille dans la fonction publique, on est dans des grilles. Il n'empêche que j'ai fait un constat qui est que j'ai toujours succédé à des hommes et j'ai toujours gagné moins que ces hommes-là. Les congés maternité peuvent jouer aussi, c'est des freins. Donc pendant 2 ans, on va dire qu'on n'est pas augmenté parce que avant on va partir, après on vient juste de revenir. Alors voilà ce qu'on entend, hein. À compétences égales, les femmes gagnent près de 16% de moins que les hommes. Alors qu'en est-il vraiment? Est-ce que les femmes perçoivent-elles moins à compétences égales? Un problème de quoi? De négociation, de congés maternité, de grilles ancestrales ou toute autre chose? Eh bien, c'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui avec 2 invités. Bonjour Anne Troubi. Bonjour. Vous êtes cofondatrice du collectif Antigone et présidente d'Antigone. Vous allez nous représenter Antigone dans quelques instants. Et puis nous sommes avec Guillaume Travers. Bonjour Guillaume Travers. Bonjour. Vous êtes universitaire, collaborateur de la revue Éléments, fondateur de laboratoire d'idées Champ commun et auteur de nombreux livres. Alors peut-être pour ce sujet, citer Capitalisme moderne et société de marché, l'Europe sous le règne de la quantité, aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors je vais commencer par donner la parole aux femmes, puisqu'on parle de féminisme. Anne Troubi, d'abord rappelez-nous ce qu'est Antigone. Alors, Antigone est un mouvement et non pas un collectif. Un mouvement qui a été créé en 2013. Nous étions 5 fondatrices et nous en avions un petit peu assez justement de cette omniprésence d'une voix unique des féministes françaises contemporaines dans les médias. Et nous avions envie de donner un petit peu, ça qui ne correspondait d'ailleurs pas du tout à notre ressenti personnel. Donc nous avons voulu proposer autre chose. Nous avons passé plusieurs années à organiser des cercles de conférences, à nous former sur la question pour proposer une vision des rapports hommes-femmes, mais aussi de toutes les problématiques justement contemporaines au sujet des femmes, en se basant sur l'idée de la complémentarité, de l'existence d'une complémentarité entre hommes et femmes. Donc, voilà, on prend le contre-pied clair et net du féminisme dominant en France sur ce point-là. Est-ce que c'est bien, certains vous appelleraient néo-féministes, vous acceptez cette présentation? Alors j'ai donné des conférences entières sur cette question du féminisme. Nous, on considère le féminisme comme un héritage à dépasser, voilà, pour le dire en une phrase. C'est-à-dire que oui, évidemment, on est obligé de prendre en compte ces réflexions féministes quand on parle de ces questions-là. Après, nous ne nous définissons pas comme telles, dans la mesure où nous ne partageons pas un certain nombre de prémices intellectuelles sur lesquelles elles font de leur travail. Voilà. Alors, allons-y clairement, et sur cette question importante de l'inégalité salariale, j'imagine que vous avez également travaillé sur ce sujet. Alors, est-ce que ces informations qu'on nous délivre depuis vendredi dernier sont exactes? Est-ce que les femmes travaillent à compétences égales pour 16% de moins que les hommes, et donc à partir de depuis vendredi dernier, travaillent gratuitement, comme on nous le dit? Alors ça, c'est un immense coup de com', évidemment, ce jour à partir duquel on travaillerait gratuitement. Quand on regarde le détail des chiffres sur les inégalités salariales, ce qui est intéressant, c'est quand on commence à regarder un petit peu dans la nébuleuse féministe sur Internet, ces chiffres varient du tout au tout. C'est-à-dire que quand on peut faire dire un petit peu ce qu'on veut aux chiffres selon les méthodes de calcul qu'on utilise. Or, effectivement, il y a plusieurs éléments qui viennent fausser la donne, c'est-à-dire les choix de type de métier,
la question, par exemple, des heures supplémentaires ou non, des heures travaillées, de la négociation de salaire, des congés maternité, évidemment. Tout ça a été dit rapidement dans le reportage que vous avez passé. Donc, ces chiffres sont souvent instrumentalisés dans un sens comme dans l'autre. Notre constat, c'est qu'il reste un minimum d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Et nous, ce sur quoi on a travaillé, c'était la raison d'être de ça, et sont bien fondées ou non. La raison d'être de ça, l'éléphant au milieu du salon, c'est, à notre sens, la question de la maternité. Voilà. Bien sûr. Et est-ce que c'est une question de méchanceté, de misogynie, du patriarcat et des vilains patrons, comme on l'entend souvent? Non. À mon sens, ce qu'il faut voir dans cette polémique-là, c'est ce qu'elle révèle de notre société, de son rapport notamment aux femmes, à la maternité, et surtout ce qu'elle révèle de notre système économique. C'est surtout sur ça qu'on a travaillé, parce que c'est ça qui est intéressant dans ce débat, plutôt que des gros coups de com'. Voilà. Mais bon, en effet, cela soulève beaucoup de questions, parce que comment doit être gérée la maternité par une entreprise? C'est une vraie question. Guillaume Travers. Alors, pour revenir sur le fond du débat, à mon avis, je crois qu'il y a vraiment deux sujets assez distincts. Le premier, c'est est-ce que le constat statistique est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment une différence statistique entre les salaires des hommes et des femmes? Et deuxièmement, à supposer qu'il y ait une différence, est-ce que c'est de la discrimination ou est-ce que c'est autre chose? Sur le constat statistique, je rejoins très clairement ce qu'a dit Anne Truby, à savoir que c'est très compliqué et que la vraie question qui est compliquée à mesurer et qui est peu prise en compte par les collectifs féministes qui promeuvent ça, c'est la question du choix de la carrière. Et c'est vrai qu'on peut avoir effectivement des gens qui ont la même formation, les mêmes compétences, le même diplôme, mais qui choisiront des métiers différents. Et on sait bien qu'aujourd'hui, y compris dans les pays les plus en pointe en termes de féminisme, on pense notamment aux pays scandinaves, eh bien, il y a toujours et de plus en plus des différences de choix de carrière extrêmement forts entre les hommes et les femmes. C'est même plus il y a de choix, plus les femmes et les hommes font des choix différents en termes de carrière. Les femmes vont dans des secteurs typiquement, traditionnellement plus féminins, de la santé, de l'enseignement, etc. Et les hommes dans des carrières plus typiquement masculines qui peuvent être plus scientifiques ou autre chose. Alors, si on prend ça en compte, il y a effectivement, comme le disait Anne, je pense, un petit écart résiduel que je ne peux pas chiffrer, c'est très compliqué de prendre tout ça en compte. Ce que disait Anne sur la maternité est très vrai. Je crois qu'il y a aussi un autre facteur qui est de mieux en mieux documenté dans la littérature scientifique, c'est le fait qu'effectivement, qui a été cité, que les femmes négocient moins bien ou un rapport différent à la négociation. Ou plus généralement à la confiance en elle-même. Exactement. Il y a beaucoup d'expériences en psychologie qui vous montrent que si vous demandez à un homme s'il conduit bien, et il va vous dire je conduis très très bien, et les femmes vous le diront ça beaucoup moins fréquemment. Ça m'étonne pas, tiens. Voilà. Et c'est la même chose pour beaucoup de choses. Vous prenez une femme et un homme qui ont le même niveau en maths, et vous leur demandez est-ce que vous êtes bon en maths, eh bien l'homme dira oui je suis très bon en maths, et la femme ne vous le dira pas. Et donc peut-être ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement la manière dont on négocie les salaires doit peut-être être revue, mais ce que ça veut nous dire aussi, c'est que cette différence n'est pas forcément une discrimination, c'est autre chose qu'une discrimination. Est-ce que vous conduisez bien, vous, Guillaume Travers? Très bien. Allez, on fait un rapide point sur les informations et on vous retrouve tous les deux pour ce débat. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Alors le point de départ de cette discussion, c'est ces annonces que vous avez pu entendre depuis vendredi dernier, 4 novembre, 9h10. À partir de cette heure, les femmes commenceront à travailler gratuitement. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, est-ce que c'est vrai? Y a-t-il réellement un écart de salaire à compétences égales entre l'homme et la femme? Si c'est le cas, est-ce justifié? Et quels sont les autres combats sur lesquels peut-être les femmes oublient de se battre? Eh bien, voilà l'ensemble des questions qu'on va tenter d'aborder dans cette table ronde. Et pour cette table ronde, je suis toujours avec Anne Truby, cofondatrice du mouvement Antigone et président d'Antigone, et Guillaume Travers, universitaire, collaborateur de la revue Léman, fondateur du laboratoire d'idées Champ commun. Et j'ai oublié de le signaler tout à l'heure, vous êtes auteur d'un entretien dans la revue Élément, à laquelle vous participez également très souvent, sur les femmes et le capitalisme. Vous avez peut-être un titre à nous citer ou... Non, en fait, j'avais traduit un livre d'un économiste allemand qui s'appelle Werner Sombart, qui s'appelait Amour, luxe et capitalisme, où la question des femmes et du alors, ce qui n'était pas le féminisme à l'époque, mais était lié à la question historiquement, en tout cas, du capitalisme. D'accord. Ouais. Et puis on peut citer également Capitalisme moderne, société de marché, l'Europe sous le règne de la quantité, toujours aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors je me retourne vers vous, Anne Truby, puisqu'on a abordé donc cette première question de l'écart selon l'un et l'autre. Finalement, d'après ce que je comprends, cet écart qui est annoncé
n'est pas réel. En tout cas, les chiffres sont très difficiles à vérifier. Et s'il existait un écart, il serait bien plus faible, bien plus résiduel. Hein. C'est ce que vous expliquez, Anne Trouby. Deuxième question, si écart il y a encore, quelles sont les raisons de cet écart? Vous pointiez du doigt, vous expliquez l'éléphant au milieu du salon, la question de la maternité. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce sujet. Comment, en fait, c'est vrai que c'est toujours très compliqué. Là, on quitte le foyer, on est dans l'entreprise. L'homme et la femme finalement ne sont pas égaux de toute façon. Il y aura des absences de la femme. Donc, comment ça doit être géré par l'entreprise? Alors justement, pour revenir au chiffre, le chiffre qui m'avait semblé intéressant quand on avait travaillé là-dessus, c'était celui des écarts en fin de carrière et en fin de vie professionnelle, puisque tout le monde ne fait pas une carrière, qui là pour le coup se creuse. Et se creuse pourquoi? Parce que les femmes prennent justement des pauses pour les congés maternité, notamment, enfin pour les naissances des enfants notamment, et parce qu'elles font des choix en fonction de leurs enfants. C'est comme les choix de carrière dont on parlait tout à l'heure. Régulièrement, les professions évoquées et choisies par les femmes sont parce qu'elles sont plus compatibles avec une vie aussi de famille. Même si c'est de moins en moins vrai malgré tout, non? De moins en moins, mais malgré tout, une carrière d'enseignant ou une certaine carrière de santé où on peut se mettre par exemple en libéral plutôt qu'en hôpital et avoir plus de maîtrise sur ses horaires, sont plus compatibles avec une vie de famille. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, c'est la réalité vécue derrière les chiffres en fait. C'est-à-dire que quand c'est un choix discuté en couple, assumé et qui convient à l'équilibre familial de tous, bah pourquoi pas, très bien. Il n'y a pas de discrimination là-dedans. Par contre, il y a des situations beaucoup plus forcées, et c'est ce qu'on voit dans la littérature féministe sur le sujet. C'est-à-dire que quand on est une femme seule avec ses enfants, par exemple, on n'a pas vraiment le choix de réduire ses horaires pour aller chercher les enfants à l'école, de poser des jours de congé pour les maladies des enfants, etc., etc. Ça se répercute sur le travail et ce n'est pas choisi. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'on considère le problème de manière très théorique, alors que la réalité des vécus est beaucoup plus complexe que ça. Et par ailleurs, justement, cette question de la différence dans la gestion des enfants, des maternités, elle est évidemment physiologique. Et à un moment, c'est quand même madame qui porte les enfants. Et par ailleurs, elle est aussi, d'après du coup la littérature féministe, construite, c'est-à-dire qu'il y a aussi une différence dans la répartition des tâches à la maison, et ça c'est pointé du doigt, c'est-à-dire que ce qu'on va considérer comme normal qu'une femme veuille prendre un congé pour s'occuper de ses enfants est considéré comme une oppression multimillénaire intériorisée par les femmes. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, cette question de la maternité, elle est attaquée de plein fouet, et c'est cette question-là qui est l'enjeu du débat, et on le voit très bien dans les propositions les plus extrêmes de certains groupes féministes qui vont jusqu'à proposer des utérus artificiels quand même pour débarrasser les femmes de la grossesse. On a aussi le cas de Facebook qui proposait à ses employés de congeler leurs ovocytes. On va très loin là-dedans. Ce que vous voulez dire, pardon Anne Trouby, pour simplifier aussi pour nos auditeurs, finalement, ces féministes-là, si on peut encore les appeler des féministes, féminisme dernier cri, au nom du féminisme, ont eu, en tout cas, le droit à la maternité de la femme. Il y a sûrement d'autres, mais là on parle de la maternité. Alors en fait, le débat de fond, oui, c'est celui de la maternité, c'est celui de la gestion de la maternité par les femmes d'une part, mais par la société d'autre part en fait. Où la ligne dominante chez les féministes, c'est comment va-t-on alléger les femmes de ce poids de la maternité. Et il est très peu admis que les femmes puissent vouloir le prendre en charge, et le prendre en charge de manière joyeuse et détendue. Et du coup, il y a très peu de mesures pensées pour justement permettre aux femmes et aux familles d'assumer ces enfants sans que ça devienne un problème, et sans que ça devienne un problème économique notamment. Alors, voilà. Et du coup, bon, ça va du mode de garde à l'utérus artificiel. Oui. Je voudrais vous donner un contre-exemple. Je donnerai la parole à Guillaume Travers pour répondre ensuite. En Russie, les congés maternité sont de 1 an. 1 an. C'est-à-dire que dans une carrière, autant dire que ça coupe complètement, une carrière d'une femme, donc, entre autres. Et puis, il est concevable que cette personne-là, que l'entreprise ne puisse pas s'appuyer sur cette personne-là comme elle le ferait sur quelqu'un qui ne s'absenterait pas 1 an. Donc, en fait, la question est vraiment délicate puisque on dit, oui, si on diminue ce congé maternité,
soi-disant au nom de l'égalité homme-femme, et donc de ces féministes modernes qui veulent nier la maternité, il y a un vrai problème. Mais de l'autre côté, être absent un an, c'est aussi ça pose aussi question, Guillaume Travers. Alors, évidemment, je crois que derrière ça, il y a aussi d'un modèle de société. Classiquement, c'était évidemment parfaitement admis que les femmes avaient un rôle différent dans la société, qui était tourné davantage vers la maternité. Et ça, c'est aujourd'hui ce que beaucoup de féministes effectivement n'acceptent plus. C'est très intéressant comme le débat sur le congé paternité, qui il y a quelques années, beaucoup de féministes classiques, on va dire, nous disent il faut que les pères prennent leur part et donc il y a un congé paternité, mais bien souvent ça se fait au détriment du congé maternité. Donc c'est plutôt du point de vue de la femme presque une régression souvent par rapport, pourquoi pas le congé paternité, mais ça se fait en réduisant souvent le congé des femmes. Et donc, il y a effectivement cette idée sous-jacente chez beaucoup de féministes que la maternité est quelque chose à évacuer complètement, que les femmes, pour le dire autrement, doivent être presque des hommes comme les autres. Et ça, c'est le cœur du problème, je crois. Et effectivement, le drame, c'est qu'après, on peut dire que toute différence qui reste, c'est de la discrimination. C'est comme ça que le voient les féministes, parce que par définition, elles résonnent dans un cadre mental où l'homme et la femme devraient être absolument pareils en tout point. Et donc, tout ce en quoi ils ne sont pas pareils en tout point est interprété comme étant une discrimination, alors que non, ça peut simplement être une différence tout à fait saine et tout à fait naturelle. Par ailleurs, on notera enfin que si on voulait pousser leur logique à tout crin, on pourrait dire que par exemple la société et les juges sont extrêmement anti-masculins, puisque 90% des détenus sont des hommes. Donc on pourrait raisonner complètement à l'inverse, et on voit quand on raisonne comme ça que le raisonnement en fait est complètement absurde, parce que ça résonne dans un cadre mental où il devrait n'y avoir plus aucune différence résiduelle entre les hommes et les femmes, ce qui n'est de toute évidence pas le cas et ne sera jamais le cas. Alors, cette question qu'on se pose depuis tout à l'heure sur cette inégalité salariale nous amène finalement un petit peu plus loin. C'est est-ce qu'on pense normalement l'égalité homme-femme aujourd'hui dans notre société, où justement, comme vous le dites, on cherche à faire de l'un l'égal de l'autre, alors que de toute façon l'homme ne sera jamais l'égal de la femme. Mais comment ça se passe dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu économique et dans la société dans laquelle on est? Alors, je crois qu'effectivement il y a deux grandes visions du féminisme. D'un côté, une vision égalitariste où l'homme devrait être exactement la copie de la femme et vice versa, et une vision unité finalement. Voilà, et une vision différentialiste où on dit que les deux ont évidemment leur rôle à jouer, mais que ces rôles sont un peu différents et sont complémentaires plutôt que d'être en opposition. Alors tout ça résonne dans le monde de l'entreprise de manière très très évidente. Et par ailleurs, je voudrais signaler, il y a des études historiques extrêmement intéressantes, par exemple dans l'histoire de la vie privée de Georges Duby, grand médiéviste, qui décrit très intéressante comment traditionnellement, en fait, la question ne se posait pas vraiment parce que l'homme et la femme travaillaient toujours ensemble dans l'exploitation artisanale ou agricole, etc. Eh bien, la femme jouait un rôle non marchand, mais qui était valorisé comme tel. Et en fait, c'est le jour où les hommes ont commencé à se séparer du foyer familial ou de l'artisanat familial pour aller travailler à l'entreprise et gagner un salaire, où là, on s'est dit, bah tiens, ils gagnent un salaire, mais la femme n'en gagne plus. Et donc il y a eu finalement une comptabilité différente pour les hommes, et pour les femmes, il y avait zéro sur le compte de résultat. Et donc du moment où les hommes ont commencé finalement à séparer du foyer, de l'artisanat, de la ferme, etc., pour aller vers le monde de l'entreprise finalement, eh bien cette question-là est apparue alors qu'elle ne se posait pas, avec le rôle naturel de la femme était tout à fait bien perçu avant, dans le cadre d'une sorte d'économie plus centrée autour du foyer. D'accord, Anne Troubi. Effectivement, je rebondis sur ce que vous dites. Il y a un gros enjeu dans le changement de la nature du travail, où on a exporté le travail en dehors du foyer, alors que pendant longtemps, ça a été très, très différent. Et par ailleurs, on en a fait une question très individuelle. Je rebondis sur ce que vous disiez sur le fait que tous les congés paternité qu'on propose se font au détriment des congés maternité. Là, oui, c'est justement un grand drame, parce que si c'est le bienfait d'un congé paternité, c'est justement que le père puisse être là pour soutenir la mère aussi, parce qu'on ne fait pas un enfant tout seul, en fait, que c'est pas l'enfant du père ou l'enfant de la mère. Et ça, dans cette question du travail, des femmes et du travail, on a tendance à l'oublier, et en fait, on finit par essayer d'étendre l'idée féministe, ça va être d'étendre la discrimination aux hommes aussi, en fait. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et
Et une grosse difficulté de ça, c'est, je pense, vraiment le rapport de la société dans son ensemble à la maternité. C'est-à-dire que la maternité, c'est pas juste un choix individuel d'un couple qui a envie de se faire plaisir ou d'une femme qui a envie de se faire plaisir. C'est une nécessité pour que la société se renouvelle. Donc, il y a nécessairement une prise en charge, une responsabilité de l'État là-dedans, qui n'est pas celle actuelle de prendre le rôle d'éducateur des parents, mais qui est effectivement un soutien financier. Et ce soutien financier, en fait, il y a une balance à faire entre le don de soi qu'implique la maternité et la paternité d'ailleurs, et le coût que ça peut représenter pour un foyer ou pour une femme seule, etc. Et ça, il y a des choses assez intéressantes qui peuvent être faites et qui peuvent être proposées. C'est notamment la question de la retraite et des points de retraite qu'on peut gagner par enfant. Parce que c'est vrai que dans cette question du travail et des femmes, on considère maintenant le travail comme nécessairement un épanouissement. Voilà. Mais et à l'inverse, le fait de ne pas avoir de travail comme étant entre guillemets une tare, je ne fais que citer. Voilà, c'est une tare sociale. Il y a plus de rôle social des femmes et des mères et des femmes. Et pas de valorisation. Tout à fait. Et je pense d'ailleurs que la question du salaire maternel qui est parfois évoquée est une fausse bonne idée. C'est un piège là-dessus parce que ça remet en fait la maternité dans ce monde d'un travail comme les autres en fait. Il y a beaucoup d'autres problématiques, mais c'est pas le lieu de les évoquer. Mais effectivement, le choix des femmes de travailler est un choix contraint en fait pour beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui retravaillent alors qu'elles voudraient prendre un congé, d'autres qui n'ont pas la possibilité de retravailler comme elles le souhaiteraient dans les modalités dans lesquelles elles le souhaiteraient parce qu'il y a des contraintes qui font qu'elles peuvent pas aménager leurs horaires, notamment en fonction de leurs enfants, en fonction de leur vie, de leur famille. Et là, il y a vraiment une réflexion plus globale à penser sur justement comment on accueille cette question des enfants au niveau de la société. Et je vois les quelques différences qui peuvent rester, de salaire, sont aussi au niveau de certains types d'entreprises, je pense aux petites et aux moyennes entreprises, qui elles prennent de plein fouet le coût des congés maternité, c'est-à-dire que le travail non fait par l'employé qui est enceinte ou qui est en congé, il est réparti sur les autres employés. C'est une réalité qui peut être parfois lourde. Et les congés représentent aussi un coût et un coût de trésorerie pour les entreprises, évidemment, parce qu'ils sont régulièrement payés en retard, etc., etc. Il y a quelque chose à faire économiquement aussi de ce point de vue-là pour soulager les entreprises parce que c'est une responsabilité collective en fait, la génération suivante. Oui, alors c'est très intéressant cette responsabilité collective qui, pour le moment, enfin vous dites c'est un esprit de société qui, pour le moment, n'est pas reconnu. Et on voit même qu'on tend plutôt dans la tendance vers le mouvement inverse, puisque Amazon ou d'autres entreprises très avancées proposent aux femmes, pour ne pas prendre leur congé maternité, mais cela est proposé comme un progrès, de congeler les ovocytes, etc., pour pouvoir faire des enfants plus tard, quand la carrière aura été avancée, quand le travail aura été bien fait, plus ou moins. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans ce cheminement de pensée-là, Anne Troubi. Je vais même aller tirer le fil un petit peu plus loin, mais avec la contraception généralisée et l'avortement, on considère la maternité uniquement sous le point de vue du choix. C'est-à-dire que du coup, le poids entier du choix du moment, des difficultés que la maternité peut nécessairement entraîner, même quand on s'y épanouit, même quand il y a nécessairement des difficultés, c'est pas forcément la croisière s'amuse. Eh bien, de toute façon, c'est ton choix, tu l'as bien voulu. Oui, et il y a même une responsabilité vis-à-vis de l'entreprise, finalement. Tout à fait, mais je prends l'exemple d'une femme qui prendrait ses mercredis pour ses enfants. Si elle revient de son mercredi éreinté en disant écoutez, j'ai arrêté de colère, je me suis fait vomir dessus, mes enfants ont été odieux et j'ai joué aux petits chevaux toute la journée, c'était ignoble, on va lui dire pourquoi tu prends tes mercredis en fait. Ce n'est plus possible à l'heure actuelle de dire parce que je pense que c'est mon devoir de mère. Non, il faut être heureux là-dedans, il faut s'épanouir, il faut dire c'était génial, j'ai joué aux petits chevaux, c'était super, j'ai gagné 2 parties. Mes enfants ont un progrès parce que vraiment à leur cours de fitness là, ils sont géniaux. C'est du développement personnel à tout crin. Ça n'a aucun sens parce qu'en fait la réalité de la maternité c'est pas ça, c'est pas un hobby et la paternité d'ailleurs aussi, et c'est pas nécessairement un épanouissement de chaque instant. Et ça justement la manière de l'aborder comme une responsabilité et comme là pour le coup pas forcément un devoir personnel mais le devoir d'une génération par rapport à la société de demain. Ça, le problème, c'est que c'est des mots qui n'ont plus cours aujourd'hui, qui sont tabous. Et c'est extrêmement important parce que c'est aussi ça qui permet de supporter les difficultés inhérentes à ces rôles-là. Et c'est ça qui permet aussi d'organiser des solutions au niveau politique intelligentes et intéressantes. Mais alors, on va y venir puisqu'on arrive tout de même à la fin de cette table ronde. Guillaume Travers puis Anne Troubi, quelles sont aujourd'hui les solutions? Qu'est-ce qu'une femme
qui ne veut pas tomber dans ce travers-là du cheminement de pensée, inégalité salariale, etc., peut faire ou peut revendiquer? Alors je crois qu'effectivement il y a déjà surtout une démarche aujourd'hui personnelle de femmes qui résistent un peu à ça et qui ont conscience, comme Anne, de leur devoir de mère. Ça c'est très important, et qui vont structurer leur famille autour de ça et qui vont essayer de faire les bons choix en fonction de la conscience forte de ce devoir de mère. Il est vrai que c'est difficile parce que tout le système est fait pour ne valoriser quasiment que les gains monétaires et les gains salariaux. Et que effectivement, comme elle le rappelait, le coût des maternités est très largement poussé du public vers les entreprises, et donc pour l'entreprise c'est aussi un coût. On met dans sa parce qu'aujourd'hui, pardon, rappelez-nous cette question-là, les congés maternité ne sont pas pris entièrement par l'État en charge. Disons qu'il y a forcément des coûts pour l'entreprise. Non, une grande part du salaire est pris en charge par l'entreprise aujourd'hui. Et donc il y a des coûts. En plus, évidemment, des coûts opérationnels, on va dire, liés aux absences, qui pour une petite structure peuvent être effectivement coûteux. Donc ça c'est je crois un point important. Ouais. Oui, mais ça c'est au niveau national qu'il faut le régler. On peut pas le régler autrement. Je crois que c'est une question de modèle de société avant tout, effectivement. Alors après, effectivement, dans ce contexte-là, à chacun de faire au mieux. Mais il y a une vraie question de la place de la femme, de la place de la famille et du rapport homme-femme, qui en fait aujourd'hui n'est posé que sur le prisme d'une égalité abstraite et donc de fait d'une opposition homme-femme. Si nous sommes tous égaux, eh bien la seule moyen qu'on a de nous comparer, c'est effectivement combien on gagne. C'est le fameux règne de la quantité qui est dans le sous-titre du livre que vous avez cité. On ne compare plus que les gains financiers, les gains monétaires, les salaires, et donc de fait les hommes et les femmes deviennent purement comparables là-dessus. Ça ne suffit pas évidemment à épuiser la question. Ouais. Alors Anne Troubi, finalement, la solution aujourd'hui pour ces femmes qui ne voudraient pas tomber dans le travers du nous sommes inégales, pourtant, etc. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne se passe que dans un changement de pensée sociale et nationale. À notre petite échelle, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Bien sûr, il y a toujours des choses à faire. Il y a évidemment un changement de mentalité, mais il y a aussi beaucoup de choses. Et on fait reposer ce choix-là, notamment sur les femmes, mais c'est un choix de couple, c'est un choix familial, et c'est une question de communauté, parce que pour pouvoir, par exemple, ne pas travailler, il faut admettre qu'on vive à deux sur un salaire, donc qu'il y ait une communauté économique aussi dans le couple. Rappelons que c'est pas forcément possible pour toutes les femmes non plus, puisqu'il y a aussi des mères seules. Et il faut aussi un système pour que les femmes travaillent. Notamment si elles ont des emplois du temps un peu complexes, etc., ou pour qu'elles ne travaillent pas, il faut aussi un réseau de soutien autour, parce qu'il faut garder les enfants à certains moments, parce qu'il faut du soutien pour beaucoup de choses. Bon, et ça peut se favoriser tout à fait d'un point de vue politique, et je pense que c'est autant des mesures concernant les entreprises, avec par exemple les questions des trésoreries pour les congés maternité, etc., où là il y a énormément de mesures strictement économiques à mettre en place. Il y a aussi du point de vue financier toute cette question en fait de la perte monétaire que peut représenter l'arrêt du travail pour une femme et les congés maternité pour celles qui continuent à travailler. Et donc là c'est cette question vraiment extrêmement importante de la retraite. On voyait pendant les manifestations Gilets jaunes qu'il y avait énormément de femmes dans ces manifestations. Pourquoi? Parce qu'elles sont touchées de plein fouet par le système économique actuel et le fait qu'il justement ne valorise que la production de la création de valeur strictement objective, quantifiable, etc. Donc c'est très intéressant de voir ça. On avait fait toute une émission qui est sur notre chaîne YouTube là-dessus, et il y avait cette question des retraites qui était prégnante, où on peut tout à fait imaginer des systèmes de soutien aux femmes et aux familles à travers des points de retraite, des retraites honnêtes, non seulement pour les mères de famille qui seraient mères au foyer, mais aussi pour tous ces arrêts dans la vie professionnelle. Et il y a bien sûr le soutien en fait aux familles qui font ce choix sur une plus longue durée de rester, que la mère reste auprès des enfants. Là, il y a toute la question des allocations familiales, voilà, qui ne devraient pas d'ailleurs. Il y a les allocations familiales qui sont un dédommagement pour tout le coût que représente un enfant et qui ne devrait pas être limité à des critères économiques. Et il y a, à côté des allocations familiales, des aides possibles, notamment en déduction fiscale, etc., pour les familles qui choisiraient de ne vivre que sur un seul salaire.
Donc ça, il y a énormément de choses à penser. Nous, on avait fait des propositions très concrètes qui se retrouvent sur notre site, mais c'est nécessairement une balance entre des mesures qui concernent strictement l'entreprise et le soutien à une cellule familiale stable, parce qu'à l'heure actuelle, vivre sur un seul salaire, c'est extrêmement compliqué, non seulement d'un point de vue strictement monétaire, de trésorerie, mais aussi parce que l'accès au logement, l'accès à des prêts bancaires, etc., est énormément compliqué quand il n'y a qu'un seul salaire dans le foyer. Donc, si en plus ce salaire n'est pas un CDI salarié dans les clous, c'est extrêmement compliqué. C'est des réalités à prendre en compte. Et ça, par exemple, il y a des pays qui le font, où l'État se porte garant pour des prêts, pour des familles qui garantissent leur stabilité en étant mariées, en ayant des enfants, etc. Il y a des conditions pour ces prêts, je pense à la Hongrie. Voilà. Mais voilà, il y a des soutiens matériels qui peuvent être faits aux familles qui permettent de redonner un choix véritable aux femmes de travailler ou non et des conditions dans lesquelles elles veulent travailler. La Hongrie est un bon exemple et on va finir là-dessus, Guillaume Travers. Finalement, aujourd'hui, on se dit, tout ce que vous nous dites, c'est très bien, mais on va jamais pouvoir y arriver. La Hongrie, c'est quand même un État moderne qui a réussi au sein, tout de même de cette société, de faire évoluer les choses et pour le coup de vraiment reconnaître la place de la femme et de la femme au foyer. Tout à fait. Alors c'est un exemple très intéressant. La Hongrie était un pays qui était tombé quasiment à 1,2 enfants par femme, c'est-à-dire un taux extrêmement bas. On rappelle que le taux le nôtre, non? Le taux de non, on est beaucoup plus élevé. Enfin, en France, on est 1,9 en moyenne, mais il y a la question de l'immigration évidemment qui est compliquée à prendre en compte. En tout cas, chez les Françaises non immigrées, on serait plutôt à 1,7 ou 1,6 probablement. La Hongrie était tombée à 1,2. Quand le renouvellement évidemment est à 2,1, c'est-à-dire vraiment très très peu. Et depuis 2014 ou 2015, enfin depuis qu'Orban a vraiment fait sa grande réforme de politique familiale, ils sont remontés à 1,6, ce qui est encore très 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 loin du renouvellement évidemment, mais ce qui est déjà un rebond assez notable dans le monde européen qui globalement est en déclin et avec également moins de divorces. Donc il y a effectivement des exemples de politique familiale qui marchent très bien et dont on va effectivement qui servent également l'État. C'est important de le rappeler. C'est pas seulement un poids, c'est qu'au final c'est payant. Bah évidemment. Au final c'est payant et effectivement pour tout État qui a un minimum de vision sur la continuité historique et le renouvellement des générations, c'est évidemment absolument indispensable d'avoir ce genre de politique. Allez, merci beaucoup à vous deux, en tout cas pour ce premier point sur le rapport des femmes au travail et l'inégalité salariale homme-femme. Merci Anne Troubi, cofondatrice du mouvement et présidente d'Antigone. Et merci à vous Guillaume Travers, universitaire collaborateur de la revue Éléments, fondateur du laboratoire d'idées Champs communs. Et d'ailleurs, vous publiez très régulièrement des articles dans la nouvelle chez Éléments, pardon. Et dans quelques instants, nous allons retrouver François Bousquet d'Éléments. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.